is up, family? We have another Patreon request. We got I used to say Astro Geek, but now I know it's Astrono Geek. This guy's funny as hell. Love this guy. Sarcasm, on point, excellent talker, smart as hell. I like this guy. Anyway, Patreon request, Le Demon Corps. Le Demon Corps. The Demon Corps. Well, this should be lovely. This should be a wonderful thing to watch before I go to bed. Wonderful. Let's go. Au piège en Médor, c'est l'heure de la sponsor et de ton test PCR. Ah, la période de Noël. On pourrait croire que c'est la période préférée de l'année pour le Père Noël, mais le Père Noël en a plein le cul. Avant, j'avais les elfes pour m'aider, mais depuis qu'ils ont été vaccinés, ils me servent plus à rien. Oui, Wow. je suis un hélicoptère. Oh, je sens la musique avec mon nez. Fermez-la, j'essaie de travailler. Puis ça fait 50 ans que j'essaie de conclure avec la voisine et ça marche pas. Wesh, Marie-Germaine, t'es fraîche, t'as pas un snap? Dégage, vieux pervers! En plus, le Covid me facilite pas les choses. Allez, Rudolf, t'as été en Technival, alors il faut faire un test PCR. Mais le plus dur, c'est de faire la liste des enfants passage sans l'aide des elfes. Alors, il y avait qui déjà? Jean-Kévin? Ah non, Jean-Kévin, c'est un gentil. Donc, pour savoir si vous êtes sage ou pas, maintenant, j'utilise les réseaux sociaux. Bonjour à tous, n'oubliez pas de liker et de partager car dans la vidéo d'aujourd'hui, on va bolosser un clochard. Et voilà, Timéo, passage. Trop facile. La 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 la. Oh, ma petite enveloppe, tu as faim? Tu veux que je te donne une lettre à manger? Fais A. Putain, mais ferme ta gueule et concentre-toi. Ah, bah Julie Josette n'a de nouveau pas été très sage cette année. Encore moins que l'année dernière. Avec un ordinateur, trier les enfants est à nouveau facile. Mouloud gentil, Kevina gentil, Jean-Mathéo... avec un nom comme ça, il est forcément méchant. Le problème, c'est qu'avec tous ces réseaux sociaux, ça fait un sacré paquet de mots de passe à retenir. Sans compter les sites pour acheter des merdes fabriquées en Chine. This sponsor's gonna be funnier than the damn video, I bet. Bah ouais, les elfes sont plus capables de fabriquer les cadeaux non plus. Je chevauche la licorne cosmique non binaire. Ta gueule, putain! Mais le Père Noël ne se laisse pas abattre, Nordpass. pas même par un missile sol-air. Donc il s'est payé un abonnement à Pôle Nordpass. Avec Pôle Nordpass, vous disposez d'un gestionnaire capable de centraliser vos mots de passe. Plus besoin de les retenir, pas besoin de les noter quelque part ou d'utiliser des trucs aussi faciles à retenir qu'à pirater. Et quand quelqu'un vole ton ordinateur ou your laptop, ouais, vous êtes très foutu. Think about that. Pôle Nordpass s'occupe de tout. Et moi, j'ai plus qu'à me concentrer sur mon travail. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Red Shadow Legends. Oula, toi t'as été très vilain. Pôle Nordpass génère automatiquement des mots de passe sécurisés, met à jour vos mots de passe trop vieux et vous avertit si l'un d'entre eux a été piraté. Ça serait quand même dommage de vous faire siphonner le compte en banque parce que quelqu'un a eu accès à votre compte sur un site marchand où vous avez enregistré votre carte de crédit. Allez Rudolf, laisse-toi enfiler cet écouvillon. Ah, salut Marie-Germaine, t'es fraîche, t'as pas un snap? Fous-moi la paix, vieux dégueulasse, sinon j'appelle les flics. Par exemple, Jean-Adolphe a utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe Facebook. Et si je pirate son compte... Ah bah oui, il deal de la drogue. Et y a que moi qui ai le droit. Et hop, Jean-Adolphe, pas gentil. Pour bénéficier de l'offre gentil ou pas gentil et avoir le droit à 70% de réduction, rendez-vous sur nordpass.com/astronogeek ou utilisez le code astronogeek. Et vous aurez en plus un mois gratuit. Tiens d'ailleurs, il est où Astronogeek? Ah voilà. Très gentil. Le lien est en description et... Uh-oh. Putain, Oh, Rudolf m'a refilé le Covid, je vais l'empailler ce renne à la con. That was an excellent sponsor. Wow, that was well done. You guys have very good imagination. Allez. Merde.
Bon, alors autant que je vous prévienne d'emblée, non seulement la vidéo d'aujourd'hui est un total hors-sujet, mais en plus, l'histoire que je vais vous raconter est assez perturbante. Je vais vous raconter l'histoire d'une petite boule de métal de la taille et de l'apparence d'une boule de pétanque, qui peut paraître bien inoffensive comme ça, mais qui, si on ne lui témoignait pas un certain respect, provoquait une des maladies les plus rares et terrifiantes que je connaisse. Voici l'histoire d'une petite boule appelée Rufus, qui fut rapidement renommée le démon. Zut. Le démon. That's not a good Imaginez, sign. Not a good vous vous sign. promenez innocemment quand soudain vous tombez nez à nez avec un dragon endormi. Vous décidez alors de lui chatouiller la queue pour voir jusqu'à quel point ça ne va pas le réveiller. Sachant que si jamais il se réveille, il va vous cramer la couenne. On est d'accord que c'est un jeu particulièrement stupide. C'est pourtant celui auquel se sont adonnés des physiciens du projet Manhattan lors de la conception des premières bombes atomiques. Remontons jusqu'à 1941. Des physiciens américains parviennent à synthétiser du plutonium à partir d'uranium. L'uranium est très courant dans la croûte terrestre. Seulement, pour réussir à produire une réaction en chaîne avec, et donc dégager de l'énergie, il faut l'un de ses isotopes, l'uranium-235, qui est mélangé à l'uranium-238, qui est difficile à isoler, et du coup, il en faut de grosses quantités. Très grosses quantités. Mais en bombardant de l'uranium avec des neutrons, il est possible de fabriquer du plutonium, qui ne se trouve pas dans la nature, mais qui, lui, est plus simple à concentrer pour obtenir des réactions, disons, violentes. C'est la naissance du projet Manhattan, une série de recherches et d'expériences menées au laboratoire de Los Alamos au Nouveau-Mexique, qui déboucheront sur la conception de la première bombe nucléaire. Le plutonium, en se désintégrant, émet des neutrons. Ces neutrons s'échappent et c'est tout. Mais si vous mettez suffisamment de plutonium au même endroit, les neutrons vont percuter un autre noyau de plutonium avant d'avoir pu s'échapper, qui va à son tour émettre des neutrons, qui vont percuter d'autres noyaux, qui vont émettre des neutrons, etc. C'est le principe de la réaction en chaîne. Si cette réaction en chaîne s'emballe, toute l'énergie du plutonium est libérée en une fraction de seconde, et vous avez une explosion atomique. Si au contraire vous en avez trop peu, la réaction en chaîne ne peut pas s'amorcer. Et il ne se passe rien. Mais si vous avez pile la quantité de plutonium nécessaire, vous obtenez ce que l'on appelle une masse critique. La réaction en chaîne s'entretient sans se tarir ni s'emballer. Le noyau de plutonium n'explose pas mais émet alors une gigantesque quantité de neutrons. Et tout le principe de la bombe nucléaire est là. Rassembler au même endroit un tout petit peu moins de plutonium que nécessaire pour que celui-ci puisse soutenir une réaction en chaîne, puis provoquer cette dernière par un moyen détourné. Le noyau des premières bombes atomiques était donc juste une boule de plutonium enfermée dans une sphère d'explosifs conventionnels. En détonant tous en même temps, ils comprimaient le noyau de plutonium juste assez pour provoquer l'emballement de la réaction en chaîne et une deuxième explosion, nucléaire cette fois-ci. Et combien faut-il de plutonium pour arriver à cette masse subcritique ? Eh ben, ça dépend de la forme que vous lui donnez, mais en gros, un peu plus de 6 kilos. Le plutonium ayant une masse volumique importante, 6 kilos, c'est bien. ça correspond donc à peu près au volume d'une boule de pétanque. Imaginez, toute la puissance destructrice d'une bombe atomique tient en réalité dans la paume de votre main. Et le pire, c'est qu'en amorçant sa fission, le plutonium explose et la plus grande partie de celui-ci est éparpillée avant de réagir. Dans les faits, l'énergie libérée par une bombe nucléaire de première génération correspond à la fission d'une poignée de grammes de plutonium seulement. Le 16 juillet 1945 à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, explose Gadget, la première bombe atomique de l'histoire, d'une puissance de 21 kilotonnes. Fort de cette nouvelle puissance de feu, les États-Unis décident d'assembler une seconde bombe baptisée Little Boy, embarquant 64 kg d'uranium enrichi, qui sera larguée sur Hiroshima le 6 août 1945. Ce n'est qu'après le largage de Fat Man sur Nagasaki le 9 que le Japon capitulera. Et heureusement pour eux, parce qu'une troisième bombe était en préparation.
Comme pour Fatboy, celle-ci devait embarquer un cœur de plutonium de 6,2 kg et 8,9 cm. Celui-ci était constitué de 2 hémisphères d'un alliage de plutonium et de gallium afin de stabiliser le plutonium et permettre de le mouler dans sa forme sphérique. Les 2 hémisphères étaient assemblés de part et d'autre d'un anneau censé éviter que les neutrons ne s'échappent trop vite du cœur par la soudure et ne limitent la puissance de la bombe comme ça avait été le cas pour Gadget et Fatboy. Et pour finir, le plutonium se corrodant rapidement, l'ensemble a été enrobé d'une couche de nickel. Ce noyau fut baptisé Rufus. Mais comme je l'ai dit, le Japon ayant capitulé après la deuxième détonation, Rufus ne fut jamais intégré à sa bombe et demeura au laboratoire de Los Alamos. Rufus avait été conçu pour se situer à 5% en dessous de sa masse critique. Avec une marge aussi faible, il fallait 3 fois rien pour le faire atteindre la criticité, c'est-à-dire engendrer une réaction en chaîne. Pour ce faire, il y a 3 possibilités. Augmenter sa densité en le comprimant, c'est ce qui était fait dans Gadget et Fatboy, ou bien rajouter du plutonium au cœur. Avec la guerre terminée et ce cœur de plutonium disponible, des physiciens de Los Alamos ont décidé de voir à quel point ils pouvaient s'approcher de la criticité et combien de neutrons étaient nécessaires pour ça. La 3e méthode, qui ne consiste heureusement pas à faire exploser des dizaines de kilos d'explosifs conventionnels, implique simplement d'enfermer le cœur dans des réflecteurs à neutrons. En effet, certains matériaux ne laissent pas les neutrons traverser et les renvoient comme un miroir. C'est le cas notamment du carbure de tungstène. Oh, I knew that. Je savais ça, oui. Très simple. Tout le monde sait ça. Et en renvoyant les neutrons vers le cœur, il est possible d'arriver au seuil de criticité sans avoir à augmenter sa masse ou sa densité. L'équipe de physiciens a donc cherché à déterminer jusqu'où il pouvait s'approcher de ce seuil sans utiliser d'explosifs et sans aller trop loin. Faut vraiment que je fasse gaffe, hein. Je vais finir par la prendre sur le pied. Le physicien Richard Feynman dira de ces manipulations qu'elles consistent à chatouiller la queue d'un dragon endormi. Mais malgré le risque d'être grillé vif par un test de criticité qui tourne mal, les expériences continuèrent. Le 21 août 1945, Harry Deglian Jr. conduit une expérience de criticité sur Rufus. Il place un nombre croissant de briques de carbure de tungstène autour du cœur afin de déterminer combien de ces briques, et avec quelle orientation, permettent de réfléchir assez de neutrons pour rendre le cœur critique. Cet après-midi-là, il arrive suffisamment près du seuil pour décider d'arrêter l'expérience. Mais poussé par la curiosité, il retourne, seul, en pleine nuit, au labo, pour voir s'il peut s'en approcher encore plus. Comme lors du test précédent, Deglian assemble des briques autour du cœur jusqu'à ce que ses instruments indiquent les mêmes niveaux que dans l'après-midi. Alors qu'il place une dernière brique, les niveaux de radiation indiquent que le cœur va devenir critique s'il continue son assemblage. Le dragon dort toujours, mais d'un sommeil très léger. Ouais. Il retire alors la dernière brique de l'assemblage T'as pas arrêté? quand celle-ci lui glisse entre les doigts et vient percuter le cœur de plutonium et réveiller le dragon. À l'instant où la brique touche le cœur, celui-ci devient supercritique. Selon le témoignage de Deglian, il se mit à émettre un intense rayonnement bleu et une vague de chaleur qui lui transperça le corps. Deglian réagit promptement et de sa main droite poussa violemment la brique pour la faire tomber. Le rayonnement cessa instantanément. L'émission de neutrons dans l'air est invisible. C'est ce qui rend la radioactivité si terrible. Il n'y a ni bruit, ni odeur, aucune sensation, juste un mal invisible qui vous transperce le corps sans que vous ne le sachiez. Oh. Mais dans le cas de rayonnement vraiment très intense, le nombre de neutrons est tel que ceux-ci percutent des molécules d'air et leur transmettent leur énergie. Pour s'en débarrasser, les atomes qui les constituent émettent alors un photon. Malheureusement, le corps humain ne se débarrasse pas d'un trop-plein d'énergie en émettant de la lumière. En traversant les tissus vivants, les neutrons arrachent des électrons un peu partout, ce qui mène à la destruction des protéines et surtout de l'ADN. Le corps humain est bien fait et quand une de ses cellules est trop abîmée pour continuer à fonctionner, elle s'autodétruit. Parfois, elle parvient à se réparer, mais si l'altération de l'ADN y a apporté trop d'erreurs, un cancer peut se développer. Mais on parle là des doses de radiation que vous encaissez si vous restez trop longtemps au soleil, par exemple.
pas celle qu'un cœur de plutonium critique peut émettre. Durant ces quelques fractions de seconde où il a été exposé à l'intense rayonnement de Rufus, Harry Deglian encaissa une dose de radiation telle qu'il fut le premier Américain à souffrir d'une maladie apparue pour la première fois au Japon quelques semaines auparavant, pour la simple et bonne raison qu'elle ne peut pas exister dans la nature, le syndrome d'irradiation aiguë, anciennement connu sous le nom de mal des rayons. Voici une photo de la main avec laquelle il a repoussé la brique de carbure de tungstène, prise 9 jours après l'incident. 16 jours plus tard, Deglian sombra dans le coma et mourut de défaillance multiviscérale. Il avait 24 ans. En fait, Deglian Curiosity killed the cat. It's a shame. n'était pas tout à fait seul. Un vigile, Robert Emerly, se trouvait assis à un bureau, un peu plus loin, en train de lire son journal. Non. Sa plus grande distance par rapport au cœur critique lui permit de survivre 33 ans avant de succomber à la leucémie déclenchée par l'incident. Wow. Harry Deglian fut le premier Américain dont le décès ait été causé par la radioactivité artificielle. Avant de mourir, il a fait don de son corps à la science pour que les effets d'une forte exposition aux radiations puissent être étudiés. Durant les 25 jours de son hospitalisation après sa terrible erreur, son ami et collègue Louis Slotin passa une bonne partie de son temps à son chevet. Vous pouvez les voir sur cette photo lors du test de gadget. Slotin est à droite avec les lunettes, tandis que Deglian est au fond. Ouais. Mais Slotin ne savait pas que, exactement 7 mois plus tard, dans le même hôpital, il serait exactement dans le même état pour les mêmes raisons. Wow. Mais je pense qu'il était le seul à ne pas le savoir. En effet, lui aussi pratiquait des expériences de criticité. Mais à sa manière. En plus des mises en garde répétées de Richard Feynman, Enrico Fermi, qui travaillait dans les mêmes installations, lui dit un jour que s'il continuait à les pratiquer de la sorte, il serait mort dans l'année. Mais Slotin était un personnage assez particulier. Il se promenait toujours en blue jean avec des bottes de cow-boy et était réputé parmi ses collègues pour être une tête brûlée. Il a par exemple un jour plongé dans la piscine d'un réacteur nucléaire pour y réparer un instrument défaillant, alors que la procédure prévoyait de d'abord laisser passer une journée pour avoir le temps de le mettre à l'arrêt. Il participait donc lui aussi aux expériences de criticité dont il avait fait un show. Il avait mis au point sa propre procédure pour l'opération qui consistait à enfermer le cœur de plutonium dans 2 hémisphères de beryllium, un autre réflecteur de neutrons. La demi-sphère inférieure était fixe, tandis que la supérieure était mobile et percée d'un trou à son sommet pour y glisser le pouce afin de la manipuler. La manipulation impliquait l'utilisation de 2 cales de part et d'autre de la demi-sphère afin de l'empêcher de se refermer complètement sur le cœur, rendant la réflexion de neutrons totale et le cœur critique. Shouldn't they be wearing like a hazmat suit when they're doing these kind of experiments? That's what I'm trying to say. Experiments. Shouldn't they be like, you know, in like behind glass, closed, locked down, you know? I mean, serious stuff here. But look, he just my man don't even got gloves on. He's messing with basically a nuclear reactor. I'm not a nuclear reactor, but you know, I'm basically messing with radiation that can kill millions of people. And I'm just gonna, yeah, I don't even need gloves. This is good. I'm good. Mais plutôt que de se plier à sa propre procédure, Slotin n'utilisait pas les cales et se contentait de retenir la demi-sphère de beryllium avec la lame d'un tournevis plat, afin de s'approcher au plus près et sans entrave du seuil de criticité. Oups. Mais Slotin en avait un peu marre de son travail et souhaitait redevenir enseignant. Il est resté notamment parce qu'il faisait partie des rares personnes qui étaient alors capables d'assembler une bombe atomique. C'est d'ailleurs lui qui a assemblé le cœur explosif de Gadget. Le 21 mai 1946, alors que 7 de ses collègues l'observent, il manipule lui aussi Rufus après l'avoir fait des dizaines de fois auparavant. Mais ce coup-ci, c'est la dernière.
En effet, il a enfin l'opportunité de rejoindre l'université de Chicago et y enseigner la radiobiologie. Il s'apprête donc à former un remplaçant, Alvin Graves, à la dangereuse manipulation. Cet après-midi-là, alors que ses collègues regardent et prennent des notes comme à l'accoutumée, Slotin échappe son tournevis. Au moment où les 2 demi-sphères de beryllium se touchent, Rufus passe son seuil de criticité et, comme pour l'incident de Deglian, inonde la pièce d'une intense lueur bleue et d'une vague de chaleur. Slotin retire immédiatement la demi-sphère supérieure, mais il est trop tard. D'après un témoin, après avoir arrêté la réaction en chaîne, il aurait simplement dit « c'est fait ». Alors que les 7 assistants s'apprêtent à courir hors de la pièce, Slotin leur hurle de rester à leur place, leur jette à chacun un morceau de craie et leur demande de tracer leur position exacte au sol. Et en calculant leur distance au cœur de plutonium, Slotin en déduit la dose de radiation qu'ils ont chacun encaissée et de combien leurs vies vont être raccourcies par le souffle du dragon. Ils ont tous reçu des doses extrêmement élevées. Alvin Graves, qui se tenait derrière Slotin et regardait par-dessus son épaule, a été protégé du plus gros des radiations par Slotin lui-même. Après son admission à l'hôpital, on lui pronostiquera des chances de survie de 50%. Heureusement pour lui, il était dans la bonne moitié, mais souffrit d'un syndrome d'irradiation aiguë pendant plusieurs années et garda de lourdes séquelles jusqu'à sa mort en 1965 d'un arrêt cardiaque qu'on ne parvint cependant pas à relier à l'incident. D'autres membres de l'équipe eurent des cancers et des leucémies, la gravité de leur état étant pas mal corrélée à leur proximité au cœur de plutonium. Mais c'était rien en comparaison de Louis Slotin. Slotin se tenait penché au-dessus de l'installation quand l'incident de criticité est arrivé. Il a reçu une dose de radiation 2 fois supérieure à celle qu'il aurait encaissée s'il s'était trouvé pile à l'endroit de l'explosion de la bombe d'Hiroshima. En fait, il a reçu la dose de radiation la plus importante à laquelle un humain ait jamais été soumis. Le syndrome d'irradiation aiguë ne se manifeste pas instantanément. Immédiatement après l'exposition aux radiations, la victime peut ressentir des fourmillements ou des sensations de brûlure. Dans les minutes ou les heures qui suivent, la maladie entre dans une phase dite prodromique. Autrement dit, des symptômes passagers et pas mortels se déclarent. En sortant du labo, Louis Slotin se mit à vomir et fut pris de diarrhée violente et de perte d'équilibre. Ses collègues l'emmenèrent alors d'urgence à l'hôpital. Il était devenu rouge comme après un violent coup de soleil. Dans les faits, c'est à peu près la même chose, à la différence que les irradiés sont rouges sur tout le corps, même à l'intérieur, et pas seulement au-dessus des vêtements. Après cette première phase, qui dure de quelques heures à quelques jours, en fonction de la gravité de l'irradiation, le sujet se rétablit et entre dans une phase latente qui porte le nom lugubre de la marche des morts vivants. En effet, durant cette phase, les symptômes qui étaient alors directement dus à l'exposition aux radiations cessent, mais l'ADN du sujet irradié est totalement et définitivement détruit. Ces cellules commencent donc à mourir les unes après les autres sans pouvoir être remplacées. La malheureuse victime vit alors sur une réserve de cellules mourantes qui ne peut durer que quelques jours. Se sachant condamné, Louis Slotin appela ses parents qui accoururent de Winnipeg au Canada. Ils arrivèrent au bout de 4 jours alors que 4 des assistants présents pendant l'expérience avaient eux aussi été admis à l'hôpital. Slotin entra alors dans la phase aiguë de la maladie. Malgré une quantité faramineuse de transfusions sanguines, Slotin étant incapable de renouveler ses globules rouges, sa moelle osseuse étant détruite, il commença à souffrir de multiples traumatismes. Les diarrhées reprirent, ses reins cessèrent de filtrer son sang, ses mains et ses avant-bras les plus touchés gonflèrent et se couvrirent de cloques, ses intestins cessèrent de fonctionner et la gangrène l'attaqua d'un peu partout. Le médecin, chargé de son cas, décrivit son état comme un coup de soleil en 3 dimensions. 7 jours après l'incident, il commença à délirer. Sa saturation O2 dégringola et il fallut le placer dans une tente à oxygène. Dans les 2 jours qui suivirent, ses organes lâchèrent les uns après les autres, il sombra dans le coma et mourut le 30 mai, 9 jours après avoir réveillé le dragon, dans le même hôpital que son ami Harry Deglian, à cause du même noyau de plutonium,
et il a même été soigné par la même infirmière. Wow. Le dragon, parlons-en. La démonstration qui tourna mal ce jour-là devait être la dernière de Rufus, le noyau de plutonium, qui fut à partir de là appelé le cœur démon, avant qu'il ne soit utilisé dans l'une des bombes de l'opération Crossroads. Mais il fut estimé que ce nouvel incident de criticité avait trop fait augmenter sa radioactivité pour qu'il soit utilisé immédiatement. 2 autres cœurs furent utilisés d'abord, mais le 3e essai de l'opération fut annulé et le Demon Core fut fondu pour être recyclé dans d'autres cœurs, d'autres bombes atomiques. À la suite du décès d'Harry Deglian et Louis Slotin, les expériences de criticité faites à la main furent abandonnées et réalisées à la place par des robots pilotés par des opérateurs situés à plusieurs centaines de mètres de distance. That's the smartest thing I heard in the whole video. Right there. Just now. Depuis 1945, une 60aine d'accidents de criticité ont été répertoriés de par le monde, dont 39 dans des labos ou des installations expérimentales. 21 personnes sont mortes d'un syndrome d'irradiation aiguë suite à ces accidents. Ouais. Le nombre total de décès suite à un syndrome d'irradiation aiguë dans le monde est d'environ 180. Dans ce nombre, on compte des victimes ayant survécu au souffle des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, mais aussi les 28 pompiers qui ont combattu l'incendie de la centrale de Tchernobyl. Je sais quelles conclusions certains d'entre vous sont prêts à tirer, mais je dois quand même vous dire que malgré ça, et malgré les cancers provoqués par des expositions à des doses moindres, le nucléaire reste infiniment moins dangereux que les autres sources d'énergie. Un jour, je vous raconterai par exemple l'histoire de la catastrophe de Courrières, près de Lens, qui fit en 1906 et en une seule fois, par le charbon, 6 fois plus de morts que tous les syndromes d'irradiation aiguë réunis. Wow. Donc, loin de donner une image représentative de ce qu'est actuellement le nucléaire, ceci était néanmoins l'histoire de Rufus, le cœur démon, et de comment, en chatouillant la queue d'un dragon endormi, 2 physiciens ont réveillé sa fureur et en ont payé le prix. There we go. Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure. Another good video, my friend. Another good, very informative video. Very good. I mean, the only thing I could think of what you should do now that we know about radiation, neurons, plutonium is make more. Make more. The more, the better. Let's all make nuclear weapons. It's brilliant. Let's just keep doing it. Yeah. One little bomb could kill what? Well, then let's make a bigger one. It'll kill more. I mean, that's what we do. That's what we do. Just make more. It's interesting. I probably would not want to have anything to do with creating a nuclear bomb. Just for the reasons that we just saw. But there's plenty out there doing it. They just... What their concern was not... maybe we shouldn't make the bomb. Maybe we should just go back to the olden days, and fight a different way. Not with a big-ass bomb that could destroy everything innocent destroyed. No. What we'll concentrate on is how to do it in a safer way, so our scientists don't get killed. Anyway, yeah, I mean, that was a terrible thing, that Hiroshima. Oof, that was so bad. I mean, I heard 20, 30, 40 years later, something crazy, like years and years and decades later, people are still being born with like 3 arms and 2 heads. I mean, it was just catastrophic. Forget the explosion. It was the aftermath that was even worse. So like I said, there's only one thing to do, and that is build more of them. Build more nuclear bombs. And there you go, people. That's humanity. That's how we do it. Surprise at the end? Encore. Oh, tu vois? Puisque vous êtes encore là, Tu vois? c'est peut-être que vous en voulez encore.
Et si vous en voulez encore, sachez que le prochain épisode est d'ores et déjà disponible sur astronogeek.tv. Je vous laisse juste la miniature, histoire de vous donner une petite idée de ce dont on va parler. Okay, good idea. See, I was being polite, because sometimes at the end, just like a movie, they'll throw something in there, and you're like, oh, and then everybody yells at me, oh, you missed the best part, why did you end it so early? And I'm like, what? I thought it was over. So, see, I learned my lesson. I know now. Okay, anyway, Astrono Geek. Love this guy. Il est génial. Le Demon Core. Yeah, in the palm of your hand. Palm of your hand. Destroy everything. It's wonderful, isn't it? And that was just because they made a little mistake and it's like a huge parachute, and you're like, oh, sorry, I made a little hole in it. My fault. And the parachute was just extremely slowly go down. But that slow little hole in, it's a metaphor, but the hole in the core did all that damage. Did you see my man's hand? It looked like he had a glove on that was burnt off. Ooh, that's brutal. Just terrible. Terrible way to go. Oh my God, terrible way to go. Anyway, my peoples, le Demon Core completed. Take care. Peace out. À la prochaine. Let's keep building bombs.